La semaine dernière, nous avons vu que les personnages d'un roman, à l'instar de l'histoire ou de l'intrigue, sont des outils qui nous conduisent vers les sujets, les images, les moments que nous souhaitons écrire. En nous appuyant sur l'exemple d'Orlando, de Virginia Woolf, nous avons vu que comme tout le paysage d'un roman, les personnages sont façonnés par la langue et par certains choix stylistiques. Si notre objectif est d'écrire une œuvre de fiction singulière et originale, nous avons plus intérêt à concentrer notre créativité et notre imagination sur l'invention d'une nouvelle langue, d'un nouveau style, plutôt que sur le travail de nos personnages en disant c'est ça mon personnage, c'est ça mon personnage, et c'est mon personnage qui va conduire le roman. Encore une fois, je répète, cela ne veut pas dire que le personnage n'ait pas d'importance, mais dans un roman, il n'y a pas d'abord le personnage, mais d'autres choses. D'abord, la langue et le style d'un roman naissent avant les personnages. Là, par exemple, si l'on compare un roman de Zola et un roman de Garcia Marquez, on se rendra compte de cette vérité. Mais cela va révéler également à quel point le sujet des personnages de fiction peut être énigmatique. Dans un roman, les protagonistes sont des créatures imaginaires, fictives, comme l'histoire du roman. Et la littérature est le moyen le plus efficace de parler des personnages. La meilleure façon de résumer toute cette évolution du personnage littéraire au cours de l'histoire est d'utiliser une équation mathématique comme l'aurait pu le faire peut-être Borges ou Paul Valéry. Jusqu'à la Renaissance, notre compréhension du personnage de fiction, appelons-le X, pouvait plus ou moins se résumer à l'équation suivante. X égale A, par exemple. Mary est avare. Le capitaine Ahab est passionné. Et c'est tout. Rien de plus sur le personnage. Une équation dans laquelle le A veut dire jaloux ou avare. Lorsque Homère mentionnait un personnage particulier, il résumait tous les traits de caractère sous la forme d'une liste d'adjectifs. Et dans mon enfance, très sérieusement, je m'imposais à lire Homère. Il y avait de longues séries d'adjectifs sur les personnages. Et avant l'avènement de la littérature moderne, le rôle du texte littéraire était de mettre à l'épreuve les traits de caractère d'un personnage, la bravoure, la bonté, la méchanceté, l'avarice, etc., dans des conditions qui étaient définies par une histoire ou par un drame particulier. Cette conception prémoderne du personnage et en fait de l'être humain, parce que lorsqu'on parle d'un personnage, n'oubliez pas que l'on parle de notre compréhension de l'être humain. La littérature va bien au-delà du texte, elle rentre dans notre compréhension de l'humanité et ces constructions littéraires nous permettent de comprendre ce que sont les êtres humains, ce qu'est la vie. Donc cette conception prémoderne du personnage, de l'être humain, similaire à ce que les sciences sociales appellent aujourd'hui l'essentialisme, peut être facilement identifié dans l'œuvre de l'écrivain voyageur turc Evliya Çelebi, qui a vécu au XVIIe siècle. Je m'étais dit que je voulais peut-être vous donner un exemple d'auteur turc. Evliya Çelebi utilisait le même langage pour décrire l'atmosphère, le climat, la qualité de l'eau, ou même les caractéristiques géographiques d'une ville turque donnée. Et pour déclarer que certains personnages étaient gais
ou amusant, ou amicaux, ou chaleureux. Donc, cette approche de caractère humain n'est pas si différente, en fait, de ce que nous faisons aujourd'hui dans notre vie quotidienne lorsque nous émettons des généralisations extravagantes sur l'idée française du romantisme, ou lorsque nous disons les Américains sont toujours optimistes. Alors, cela dit, nous pouvons raisonnablement supposer que les peuples peuvent posséder certaines caractéristiques déterminantes, un ensemble concevable de caractéristiques essentielles. Nous pourrions logiquement en conclure que le caractère d'un peuple vivant dans un pays froid et montagneux ne sera peut-être pas le même que celui d'un peuple vivant dans un pays chaud ou dans un désert ou au bord de la mer. Nous pourrions avoir des opinions tout aussi raisonnables sur le caractère d'un individu ou d'un protagoniste de roman. Gatsby, vous connaissez Gatsby le Magnifique, le héros de Scott Fitzgerald, qui a vécu une jeunesse pauvre et une fois devenu riche, il manifeste certains comportements et développe un certain type de personnalité. Bien entendu, nous ne nous contentons pas d'accentuer sans broncher la généralisation essentialiste de ces traits de personnalité, mais nous pouvons voir par nous-mêmes que la transformation, l'évolution de la personnalité de Gatsby. Mais là encore, The Great Gatsby, le Gatsby le Magnifique, c'est un roman qui est né de la conception moderne de la littérature. Et ce n'est pas une création prémoderne. Alors, poursuivons notre réflexion un petit moment sur la question du personnage de fiction. C'est un sujet d'une importance fondamentale, non seulement dans l'art du roman, mais aussi pour la manière dont la littérature et les êtres humains conceptualisent la notion d'altérité et donc la manière dont ils abordent les sciences humaines. En outre, l'ambiguïté de la notion de protagoniste s'avère être l'une des sources fondamentales de créativité dans un roman. Alors, l'Oedipe, parmi les plus brillantes créations littéraires ici de la conception prémoderne et essentialiste du personnage, c'est Oedipe roi de Sophocle qu'il faut citer. Oedipe est un homme bon, honnête, doté d'une forte volonté, bien intentionné et très attentif à ne pas commettre d'actes répréhensibles, même si ce sont précisément ces traits de caractère qui le conduiront au péché et le transformeront en un être mauvais. Plutôt que de nous proposer une étude des nuances de la personnalité d'Oedipe, la pièce nous montre comment cette personnalité est mise à l'épreuve par les événements. C'est ce qui fait de cette histoire une tragédie. Du début à la fin de la pièce, la personnalité d'Oedipe reste identique. On pourrait dire la même chose de l'avare de Molière, même si nous avons l'habitude de considérer Molière comme un auteur moderne ou un auteur de la Renaissance. Je dirais qu'il s'agit là aussi d'un personnage aux traits essentialistes qui reste inchangé jusqu'à la fin de la pièce. Alors, là, c'est un point très, très important pour moi. Je pense que, justement, là, c'est le tournant de la littérature. C'est Shakespeare qui a provoqué la première grande transformation dans notre compréhension de l'homme moderne, et par extension qui a permis une compréhension différente du personnage littéraire moderne, par extension de l'homme moderne par rapport au personnage de fiction moderne. Parce qu'avec Shakespeare, nous trouvons l'équation suivante. X égale A égale B, égale C, égale D. Macbeth est tout à la fois courageux A, audacieux B, noble C, et D, il est également lâche, E, indécis et F, immoral. Donc, nous avons
a un caractère qui ne peut pas se résumer par x égale A, mais x égale A égale B égale C égale D, etc. La fonction du texte littéraire n'est plus ce personnage n'est plus considéré comme ayant une personnalité distincte, que l'on peut saisir en termes essentialistes. Cette ville est ceci, cette ville est comme cela. C'est beaucoup plus complexe que tout cela. La fonction du texte littéraire à ce moment-là n'est plus de louer les caractéristiques positives du protagoniste ou de dénoncer ses caractéristiques négatives, mais d'observer comment sa personnalité interagit avec le paysage du roman. Et ce paysage, lui aussi, va évoluer en même temps que les personnages. Le texte révèle l'autonomie et aussi les contradictions intérieures des protagonistes, ainsi que la manière surprenante dont elles influencent leurs actions, leurs paroles, leurs pensées. L'objectif du récit n'est plus de juger les personnages, mais d'en montrer toute la complexité. Et c'est là que l'on entre dans la modernité. Le protagoniste, maintenant, incarne désormais la quasi-totalité des traits et des adjectifs d'Homère. Il est à la fois tout et rien, ce protagoniste. Ce n'est pas seulement son comportement qui peut être contradictoire, mais ses paroles, son état d'esprit et ses traits de caractère fondamentaux également. Depuis Shakespeare et son approche du personnage de fiction, l'humanité accepte que les gens puissent avoir des traits de caractère contradictoires, non seulement dans la littérature, mais également dans la vie réelle. Mais attention, ne vous méprenez pas. Est-ce que c'est seulement Shakespeare qui nous a informés là-dessus? Non. Mais je considère Shakespeare du point de vue de notre point de vue d'aujourd'hui ou de l'histoire d'une nation, parce que on ne voit jamais l'histoire au fur et à mesure qu'elle se déroule. Et aujourd'hui, nous inventons une histoire de la littérature qui correspond à nos normes d'aujourd'hui. Dans les formes littéraires modernes, y compris le roman, une partie importante de l'histoire est consacrée à l'analyse et à la compréhension des traits de caractère des personnages et de la manière dont ces traits de caractère vont avoir une influence sur le lecteur. Nous avons commencé à lire des textes littéraires non seulement par curiosité, pour les aventures d'Ulysse ou d'un autre héros, mais aussi pour en savoir plus sur les indécisions et les autres traits de personnalité qui caractérisent des personnages comme Hamlet ou d'autres protagonistes de la littérature moderne. La lecture d'un texte littéraire ne consiste donc plus à suivre les aventures d'un protagoniste dans un univers fictif, mais à explorer l'univers spirituel du personnage. Et c'est ça le point de départ de la littérature moderne. Comme les amateurs de littérature ont commencé à en prendre conscience, le protagoniste n'a même pas besoin de quitter sa maison pour que cela soit possible. C'est ainsi que sont nés les récits et les romans à caractère urbain. En poussant plus loin la compréhension shakespearienne du personnage multidimensionnel et contradictoire, alors maintenant mon deuxième héros, Dostoïevski, nous a montré qu'il était possible pour des personnages de dire et de faire des choses qui sont en totale contradiction avec ce qu'ils représentent et ce en quoi ils croient. Alors là, nous passons du protagoniste que je qualifierais d'essentialiste, celui qui a une essence forte, un sens de la cohérence, à un personnage beaucoup plus insaisissable, contradictoire, ambigu, qui ne se définit pas par une essence unique. C'est la personnalité du protagoniste qui devient le sujet principal et plus ses aventures. Et nous ne lisons plus ainsi les frères Karamazov pour résoudre les mystères, savoir lequel des fils a tué son père, mais pour tomber sous le charme de leur personnalité claire et distincte.
chacun des frères, de chacune des sœurs. Bien sûr, c'est caricatural, puisque je sais que quand on lit les frères Karamazov, on veut savoir qui a tué le père, mais c'est juste pour vous montrer mon argument. Alors que nous pouvons toujours prédire ce que fera l'avare de Molière dans la scène suivante, probablement trouver une nouvelle façon d'être avare, nous ne pouvons jamais prévoir ce que feront les personnages de Dostoïevski. Il y a quelque chose de contradictoire. Il y a une anecdote célèbre fondée sur ce que Tolstoï aurait dit à propos de Crime et Châtiment. Vous savez, Tolstoï et Dostoïevski vivaient dans la même ville, le savez-vous, mais ils ne se sont jamais vus. Et Tolstoï a écrit Anna Karénine, ils ne se sont jamais rencontrés. Eh bien, on dit que Tolstoï aurait dit à propos de Crime et Châtiment, ce qui contredit ce que je viens de dire, peu après avoir commencé le livre, c'est-à-dire après le meurtre, Tolstoï aurait soi-disant deviné comment le roman allait finir et l'aurait mis de côté. En fait, le roman de Tolstoï, Resurrection, qui n'est plus populaire maintenant, est en fait une réécriture de Crime et Châtiment. Alors prenons le temps ici de noter que tous les écrivains qui ont proposé une approche nouvelle et moderne à la question du personnage de fiction étaient des écrivains dramatiques. Et voyons maintenant comment Dostoïevski a créé son personnage le plus moderne, l'homme du sous-sol, du carnet du sous-sol, en réaction à un débat politique et culturel sur la nature humaine. Et là, il y a un article que j'ai écrit beaucoup plus en détail sur le sujet. Je vais résumer ici ce que j'avais écrit. Au début des années 1860, les intellectuels russes débattaient sans fin du déterminisme. Des gens comme Tchernyshevski avaient accueilli avec enthousiasme les notions de positivisme, rationalisme, déterminisme venues de l'Occident et cherchaient à diffuser rapidement ces idées en Russie en adoptant une attitude complice et condescendante qui mettait très en colère le nationaliste qui était Dostoïevski. En créant son homme souterrain, Dostoïevski, qui nourrissait des sentiments anti-occidentaux, entreprit de prouver aux Occidentaux que les êtres humains ne sont pas des créatures rationnelles qui agissent toujours dans leur propre intérêt. En fait, l'homme souterrain, c'est un héros nouveau qui soutient que 2 et 2 ne font pas 4, qui semble déterminé à se faire battre et qui agit de façon très autodestructrice. Et en fait, c'est cette idée que les êtres humains sont rationnels et font les choses dans leur intérêt, ça c'est très occidental. Et comme il détestait l'Occident, il avait décidé de créer un personnage qui ferait l'inverse, pour qui 2 fois 2 ne ferait pas 4, et qui serait content d'être battu, et qui ferait tout pour nous prouver qu'il n'était pas rationnel, et qu'il n'était pas rationnel, et qu'il faisait des choses qui n'étaient pas dans son intérêt. Comme le Candide de Voltaire, ou L'étranger de Camus, eh bien, c'est la même chose. L'homme du sous-sol est un roman basé sur une idée, le genre d'idée de Faulkner. Mais l'imagination de Dostoïevski, ce que Bakhtin appelait l'imagination dialogique, fait sortir le livre du domaine du roman d'idées à sens unique. Dostoïevski sauve son homme souterrain qui vit seul et dont l'esprit, sans cesse en expansion, pointe vers un univers plus profond. C'est ce que Bakhtin identifie comme la tradition monologique de la philosophie occidentale et son nombre de définitions sans fin au détriment de la liberté individuelle en le plaçant à la place d'un univers complètement différent, un univers polyphonique comme dirait Dostoïevski. Et c'est là que l'on comprend que découvrir la personnalité d'un protagoniste
c'est aussi découvrir un monde nouveau, un monde où l'auteur, le personnage et le lecteur sont tous libérés. But let's not forget about the paradox of the novelist, the title of my lectures. Dostoevsky's underground man wasn't just a product of what Faulkner would have called an idea. He was also inspired by a vision. I mean, Dostoevsky was inspired by a vision, a picture of an angry man doggedly arguing that 2 plus 2 does not equal to 4. There's a problem with the... What did I do? Non, non. Excusez l'interprète trompé de canal, je reviens. N'oublions pas le paradoxe du romancier. Voilà, c'est bon, je suis revenu. Donc, tout fonctionne, je reprends. Excusez, l'interprète vous présente toutes ses excuses. Donc, je reviens à ce que je vous disais. N'oublions pas donc le paradoxe du romancier. L'homme du sous-sol de Dostoïevski n'est pas seulement le produit de ce que Faulkner aurait appelé une idée. Il était également inspiré par une vision, une image d'un homme en colère qui soutenait obstinément que 2 plus 2 ne font pas 4. Et si le protagoniste est tout, rappelons-nous néanmoins, comme nous l'avons déjà indiqué dans nos cours précédents, que les personnages de fiction naissent de ce que j'appelle désormais le paysage du roman et sont en même temps un outil que l'auteur invente pour nous mener au travers de ce paysage, pour nous faire passer par les différentes feuilles de l'arbre du roman, comme je vous le disais lors des précédentes leçons. C'est la forme que prend le paradoxe du romancier lorsque l'on aborde la question des personnages de fiction. Un roman ne commence pas lorsque nous avons identifié son protagoniste. Il commence lorsque nous combinons les expériences que nous voulons décrire au souffle coloré de notre imagination et que nous nous en servons pour composer les premières feuilles. Alors que nous commençons à ajouter ces premières feuilles l'une après l'autre, en nous appuyant sur une idée, sur des histoires, à aller de l'avant vers l'arrière, à partir d'une intrigue qui nous fait avancer, on finit par découvrir le protagoniste et les personnages. Il est évident que, pour l'auteur, il est très important, pour qu'il puisse écrire son roman, de se faire une image complète de son protagoniste le plus tôt possible. Et c'est pas facile, croyez-moi, je le fais depuis 50 ans. Mais cela ne veut pas dire que c'est le protagoniste qui va, d'une manière ou d'une autre, prendre le contrôle des événements, choisir l'histoire, l'intrigue, le langage qui vont faire avancer le roman. Bien que, comme nous l'ayons déjà dit, il s'agisse là d'une fausse idée très répandue. Il est important de pouvoir visualiser le protagoniste le plus rapidement possible, tout simplement parce que cela permet à l'auteur de bien voir les détails qui vont composer son roman et de voir tout cela du point de vue du personnage. L'écrivain avisé et, au dire de Schiller, l'écrivain sentimental, croyez-moi, un jour, je vais rassembler différentes conférences que j'ai données dans le cadre d'un recueil sur l'écrivain sentimental. Bref, notre écrivain avisé n'a pas besoin que son protagoniste lui chuchote à l'oreille des indices sur l'histoire, sur l'intrigue, ni qu'il lui dise quelle direction prendre. Mais les personnages jouent un rôle essentiel en ce qu'ils nous permettent de voir chaque scène et tout ce que nous souhaitons décrire à travers les yeux du personnage, depuis le premier détail qui nous pousse à écrire le roman jusque toutes les autres feuilles et tous les détails qui suivent. Que les protagonistes que nous créons fassent avancer l'histoire et chuchotent des instructions à l'auteur ou qu'ils assument un rôle plus effacé et se contentent d'aider l'auteur à voir les choses d'une manière réaliste, comme dans la vie réelle, et à travers le point de vue du protagoniste,
nous constatons que dans les deux situations que nous avons jusqu'à présent cherché à séparer très soigneusement, on verra que le principal effort mental de la part de l'auteur, lorsqu'il écrit, et c'est mon combat personnel, c'est d'essayer systématiquement de se mettre à la place de son protagoniste fictif. Et moi, quand je travaille, je me dis, mais que ferait mon personnage dans cette situation? Et l'art du roman se fonde sur cette question. Et plus vous écrivez, plus vous allez voir que c'est réalisable et que c'est faisable. Jusqu'à présent, dans cette série de conférences, j'ai soutenu que le processus d'écriture d'un roman ne commence pas par la création d'un protagoniste. Je vais maintenant suggérer que ce qui caractérise fondamentalement l'écriture créative, c'est l'exercice de notre imagination qui nous permet de regarder le monde à travers les yeux du protagoniste. Bien que ces deux propositions puissent sembler contradictoires, ce n'est absolument pas le cas. N'oublions pas que nous créons nous-mêmes les personnages, ou ce que j'aime à appeler les outils dont nous avons besoin afin de mieux observer le paysage que nous voulons voir. Nous sommes déjà préparés à voir le monde du point de vue de nos personnages. Mais observer le monde à travers les yeux d'un personnage continue à demander un certain effort d'imagination. Si nous mettons de côté l'intrigue, la composition, l'ordre, la disposition des chapitres, les ambiances, les questions de langue et de style, une grande partie de l'énergie créative que nous, les auteurs, déployons pour écrire un roman consiste à essayer de nous identifier aux personnages que nous avons inventés. Parfois, nous allons nous demander, mais qui est ce personnage qui regarde le monde d'une manière aussi singulière et qui nous amène à écrire ces phrases qui jaillissent de notre âme, de notre plume et de notre subconscient? De temps en temps, j'écris des choses et je ne sais pas d'où ça vient. Mais je sais que j'écris maintenant les mots de mon personnage. Et là, quand je réussis à faire cela, je sais que je suis très proche de l'esprit de mon personnage, que je me suis tellement identifié à ce personnage que j'écris comme si j'étais possédé par ce personnage, comme s'il y avait cette puissance qui m'est extérieure. Comprendre la créativité d'un romancier, c'est en fait comprendre sa relation au personnage qu'il crée. Alors que nous commençons à passer du sujet du personnage à la question de la créativité dans un roman, permettez-moi un bref détour. Les auteurs de ces romans que nous considérons aujourd'hui comme des classiques, tels que le très satirique Dickens ou le grand dramaturge Balzac, ou l'auteur concis mais précis qu'était Flaubert, tous étaient plus que conscients de l'importance du personnage dans un roman. Et à mon avis, c'est pour cette raison qu'ils ont tous fait quelque chose que les romanciers contemporains, dont je fais partie, prennent généralement grand soin d'éviter. Quand je dis moi, nous, les romanciers contemporains, il y a quelque chose que nous évitons alors que eux le faisaient régulièrement. En fait, Tolstoï, Dickens, Balzac, Dostoïevski, tous ont décrit très longuement l'apparence de chacun de leurs personnages, leur visage, leurs cheveux, leur carrure, leurs gestes, leurs sourcils, jusqu'à leur nez. Ils y mettaient autant d'ardeur qu'ils en mettaient à nous décrire leurs traits de caractère fondamentaux ou leur personnalité. Car, tout comme leurs lecteurs d'ailleurs, ils croyaient eux aussi qu'il y a un lien entre l'apparence physique d'un personnage et ses qualités personnelles et intérieures.
À mon avis, il y a deux raisons pour lesquelles les romanciers contemporains accordent beaucoup moins d'importance à l'apparence physique de leurs protagonistes, sauf, évidemment, si la beauté, la grâce, le poids excessif d'un personnage jouent un rôle dramatique crucial. Il faut que cette beauté soit absolument fonctionnelle dans le roman. Mais n'oubliez pas que la forme du roman a été inventée avant que la photographie ne devienne chose courante. N'oubliez pas que la photographie a été découverte dans les années 1840, mais n'a été popularisée qu'au début du XXe siècle, quand c'est devenu abordable pour tout le monde. Et avant la généralisation de la photographie, l'une des disciplines les plus importantes des arts visuels, c'était le portrait. Les Européens avaient l'habitude d'établir des liens entre un personnage et son apparence physique, non seulement grâce aux portraits et aux peintures faites de lignes et de couleurs, mais aussi grâce aux descriptions littéraires qui étaient faites de mots. Chaque fois qu'il présentait un personnage pour la première fois, le romancier du XIXe siècle ressentait donc le besoin de dire quelques mots sur sa personnalité et sur les traits de son visage. Par rapport aux écrivains du siècle suivant, les romanciers du XIXe aimaient s'immiscer dans l'imagination de leurs lecteurs et leur suggérer la manière dont leur roman devait être lu ou comment il devait s'illustrer dans leur esprit. Autre coutume du XIXe siècle, c'était de publier les romans en feuilleton dans des journaux, accompagnés d'illustrations destinées à capter l'attention du lecteur. Par exemple, on sait que Tolstoï, qui était un écrivain extrêmement visuel, a étudié certaines esquisses préliminaires, dont un certain Pierre, dans Guerre et Paix, que le célèbre artiste Bachilov avait réalisé pour une édition illustrée de Guerre et Paix. Et il a même été jusqu'à suggérer des modifications. Il a demandé au peintre d'ajouter une ou deux rides sur le front pour montrer qu'il s'intéresse à la philosophie, écrivait Tolstoï à l'illustrateur. Donc imaginons Tolstoï ou d'autres romanciers qui font des suggestions à l'illustrateur. Et là, posons-nous la question suivante. À quoi font-ils référence? Au texte qu'ils ont écrit? Ou est-ce qu'ils visualisent le personnage dans leur esprit, dans leur mémoire? Parce que maintenant, le texte a été écrit et ils ont néanmoins des souvenirs de ce personnage et ils se souviennent de ce personnage. Parfois, les traits du visage existent dans l'imagination de l'auteur, mais ne correspondent pas forcément à ce qui est écrit dans le texte. Je sais de ma propre expérience, en tant que lecteur, que même si dans le roman je ne lis rien qui me dise quoi que ce soit sur les traits du personnage, je vais imaginer un visage et une silhouette. Cela ressemble à ce que nous faisons parfois dans la vie de tous les jours, lorsque notre imagination trouve automatiquement un visage que l'on va associer à une personne dont nous avons entendu parler, mais que nous ne connaissons pas. Les descriptions des visages des personnages dans les romans du XIXe avaient toute tendance à se ressembler. Dans le roman turc du XXe, ces descriptions sont devenues aussi clichés qu'elles l'étaient dans la poésie ottomane d'Ivan. En fait, ce type de description convenue donne moins d'indications sur la personnalité des personnages que sur les compétences et les capacités créatives de l'auteur. Moi, j'aime lire les descriptions des paysages dans les romans et imaginer la scène dans mon esprit. Mais lorsqu'il s'agit de visages, je n'ai pas la capacité de Flaubert et je n'ai pas la volonté de visualiser ces visages. En revanche, lorsque je rencontre un personnage dont le visage n'est pas décrit, je trouve une image moi-même. Peut-être le visage d'une personne que je connais. Mais les visages de ces personnages de fiction sont toujours beaucoup plus vagues
que ceux des personnes que je connais dans la vie. Pendant les 20 premières années de ma carrière de romancier, je ne voulais jamais voir de photos sur la couverture de mes livres, des photos qui auraient pu être interprétées comme représentant l'un des personnages de mon histoire, et je ne voulais jamais donc de photos sur la couverture de mes livres. Mais plus tard, j'ai changé d'avis, en partie parce que je savais, d'après ma propre réaction aux livres des autres, que les lecteurs n'allaient peut-être pas aimer l'image de couverture et n'allaient pas aimer la représentation du visage du personnage principal, et que donc ils allaient imaginer un autre visage pour le remplacer, un visage qui correspondrait davantage à leur propre goût et à leur propre imagination. Et pour l'édition américaine de Cette chose étrange en moi, mon 9e roman, j'ai suivi la suggestion de Chip Kidd, qui est un célèbre concepteur de couverture de livres, et j'ai dessiné un portrait du héros Melvute, adolescent, qui portait des pots de yaourt sur une perche en bandoulière. Si je lis une nouvelle traduction ou une nouvelle édition d'un roman que je connais et que j'aime, comme Anna Karénine par exemple, et que le visage du protagoniste est là, sur la couverture, ça ne me dérange pas vraiment si le nouveau visage ne ressemble pas du tout au personnage tel que je l'avais imaginé dans ma tête. Si c'est pas en harmonie avec mon image d'Anna Karénine. Ça ne me dérange pas, même si l'image est totalement contradictoire. Tout ce qui m'intéresse, en fait, c'est de savoir si la nouvelle traduction est bonne. Mais si je lis un nouveau roman dont je ne connais pas le sujet, ou qui est écrit par un auteur que je ne connais pas, le visage du protagoniste représenté sur la couverture pourrait facilement m'induire en erreur et créer une fausse impression. C'est l'une des choses étonnantes quand on lit ou quand on publie un livre avec des personnages qui peuvent être très liés à l'illustration qui vous est proposée. Les caractéristiques physiques que nous pourrions qualifier d'emblématiques, qui étaient à la fois considérées chez les personnages principaux et secondaires comme indiquant divers aspects de leur personnalité, ont fini par être utilisés par certains auteurs, dont Dickens, comme un moyen de réduire certains des personnages les plus mineurs à une caractéristique de leur apparence physique. Par exemple, un gros nez ou une moustache en tablier de sapeur. Lorsque je réfléchis à la manière dont le roman, depuis le début du XXe, a réussi à marginaliser tous les autres types de littérature et à se transformer en une véritable forme littéraire mondiale, tout ce que fait l'humanité, pour moi, c'est de lire et d'écrire des romans. Je ne pense pas seulement à la manière dont toutes les nations du monde ont lu et écrit des romans, mais aussi à la manière dont les types de conventions littéraires que je viens de vous décrire ont été définis par les romanciers européens, puis adoptés par les écrivains du monde entier qui écrivent tous dans des langues différentes et qui ont tous apporté leurs contributions différentes. J'adorerais avoir un dictionnaire, d'ailleurs, de toutes ces contributions, de toutes ces influences, de tous ces petits traits. Puisque nous parlons de la mondialisation du roman, permettez-moi de vous donner un exemple de ce besoin universel de visualiser les personnages d'un roman en imagination. En 2021, le directeur du musée Balzac à Paris me disait que le musée recevait beaucoup de visiteurs chinois. Comme vous pouvez le deviner, c'est parce que Karl Marx avait apprécié Balzac, avait écrit sur l'œuvre de Balzac. Et l'État chinois a donc encouragé toute la nation à lire et à admirer l'œuvre de Balzac. Et le directeur du musée m'a également expliqué que les visiteurs chinois se précipitent au musée Balzac dès qu'ils arrivent à Paris et sont surtout curieux de voir à quoi ressemblait Eugénie Grandet. Il semble que la salle la plus fréquentée de ce musée Balzac
soit celles où sont exposées les gravures qui ont illustré les romans de Balzac. C'est ce qui intéresse le plus les Chinois. Donc un auteur visuel comme moi se demande naturellement, en regardant ces gravures, quelles sont les illustrations que Balzac avait vraiment vues et avait approuvées lui-même. Mais maintenant, passons des personnages à la question de la créativité et du contrôle. Des sujets comme l'inspiration et la créativité, qui peuvent prendre des dimensions si mystérieuses, si exagérées dans notre imagination, renvoient au côté artistique de l'entreprise romanesque. Oui, lorsque j'écris un roman, je n'ai pas nécessairement l'impression que mes efforts soient particulièrement artistiques. Et le plus souvent, j'ai plutôt l'impression d'être un artisan du Moyen-Âge, faisant preuve de qualités telles que la discipline, la patience, la logique, l'habileté. L'approche artisanale des romanciers, leurs compétences, leur patience et leur discipline sont les fondations de leur art. Alors que nous approchons des dernières minutes de notre dernière leçon, je voudrais m'appuyer sur mon expérience personnelle d'un demi-siècle pour dire quelques mots sur la créativité et le contrôle. Encore une fois, je m'appuie ici sur ma propre expérience. Cela fait 50 ans que j'écris des romans. Je suis désolé de me répéter, mais je m'oublie toujours. Je me sens toujours euphorique quand j'écris, comme un enfant qui joue avec ses jouets. Et s'il m'arrive de passer quelques semaines sans travailler sur mon roman, je tombe inévitablement dans un état de tristesse, de mélancolie, de dépression, quel soit le nom que vous voudrez lui donner. Et je me demande parfois ce qui, dans l'écriture des romans, me procure tant de joie et m'encourage tant à persévérer avec un tel enthousiasme. Alors, afin de ne pas confondre la créativité avec d'autres plaisirs, je vais d'abord résumer les autres sources de joie inhérentes au métier de romancier, celles qui sortent du cadre de notre propos, et je vais commencer par probablement la moins importante d'entre elles. Alors, la première raison, je vais en parler puis je l'ignorerai. En tant qu'auteur, le fait que vos livres soient lus et appréciés, non seulement en Turquie, mais dans le monde entier, qu'ils atteignent des dizaines de millions de lecteurs, qu'ils soient traduits en 65 langues, bien cela donne un sentiment de réussite. Et c'est ce succès, d'une certaine façon, qui me pousse à continuer. Hemingway a dit un jour que trop de succès ou trop peu de succès sont néfastes pour un écrivain. Au cours de mes 10 premières années de romancier, je n'ai même pas réussi à faire publier mes livres en Turquie. Et j'étais sur le point de terminer mon 3e roman, lorsqu'après de nombreuses épreuves, tribulations, j'ai pu enfin publier mon premier livre. Cela veut dire que pendant 10 ans, j'ai effectivement écrit sans jouir d'une quelconque reconnaissance. Je suis certain que si le succès et la reconnaissance avaient continué à m'échapper après ces 10 premières années, si personne ne m'avait publié, je pense que je n'aurais pas été en mesure de continuer à écrire avec une telle ferveur au cours des 40 années qui ont suivi. Alors, numéro 2. De l'âge de 12 ans à l'âge de 20 ans, j'étais convaincu que je deviendrais un peintre. Vers la fin de mes études secondaires, et après avoir commencé à étudier l'architecture à l'université, j'ai passé énormément de temps dans un atelier, enfermé dans une pièce calme, à peindre. Travailler avec un stylo, du papier, un pinceau, m'a préparé à une vie passée assis seul dans une pièce. Pendant 50 ans, j'ai vécu dans une petite pièce, dans une solitude volontaire et laborieuse. Je n'avais que 18 ans lorsque j'ai compris que je ne voulais pas passer ma vie à donner ou à recevoir des ordres. Et cette solitude a été pour moi une source de grande satisfaction. Numéro 3. J'ai toujours réagi à la société, à la nation, au monde dont je fais partie. Je n'ai jamais été un consommateur passif ou un simple spectateur. L'écriture a toujours été ma manière de réagir aux événements. À tort ou à raison, ma notoriété en tant que romancier
a rapidement permis à mes opinions politiques d'atteindre un public plus large. Même si cela m'a souvent valu des ennuis et même si mes romans ont parfois été mal compris, je suis heureux d'avoir pris une position politique. Et je dois dire que je fais des commentaires politiques dans mes œuvres et en dehors de mes œuvres. Quatrième raison, j'ai chéri la possibilité de m'expliquer, de m'exprimer, car cela m'a permis d'affirmer ma personnalité, d'être différent, de réaliser mon potentiel. Le sujet du livre noir, que certains considèrent, surtout en Turquie, comme mon roman le plus important, c'est justement la difficulté d'être soi-même. En dépit de toutes sortes de pressions sociales, c'est en écrivant des romans que j'ai réussi à être moi-même. Ce n'est peut-être qu'une illusion, mais c'est à coup sûr une grande joie. Et cinquièmement, j'ai eu une vie pleine de créativité, ou du moins, c'est la conviction, ou peut-être l'illusion que j'en ai. Je ne pense pas qu'il n'y ait de plus grande joie dans la vie que ce sentiment. Donc, de façon un petit peu ironique, je conseille à tout le monde de devenir romancier. Et maintenant, au risque de me répéter, et en gardant à l'esprit ce que j'ai appelé le paradoxe du romancier, je voudrais vous parler de ces moments clés où le romancier se comporte plus comme un artiste que comme un artisan. Donc j'ai dit que le romancier était un artisan d'une certaine façon. Mais là, vraiment, je voudrais parler du moment où de ces domaines où les romanciers élèvent leur métier à une sorte d'art. Alors les différents cas, les différentes raisons. A, ils utilisent le style, la langue, la rhétorique. Dans ces conférences, j'expliquais comment le paysage d'un roman forme les personnages. La substance la plus plastique, la plus ludique, la plus malléable, qui relie les protagonistes d'un roman au paysage sur lequel nous voulons nous concentrer, et la langue que l'auteur choisit d'utiliser. Les auteurs découvrent leur style en maniant la langue et en l'utilisant pour se rapprocher de leur paysage. C'est à ce moment-là que le paysage et les personnages finissent par fusionner avec la langue qui les façonne, tout comme l'auteur fusionne avec les personnages qu'il a créés. Tout au long de ce processus, l'auteur doit non seulement suivre son inspiration comme le ferait un poète, mais il doit aussi être capable d'agir rationnellement et de se contrôler comme le ferait un éditeur. Mais la question de savoir comment le style et la langue peuvent être utilisés pour forger un protagoniste à partir du paysage du roman dépasse probablement le cadre de ces conférences. Toute une série d'autres facteurs qui font du travail du romancier une entreprise créative ont à voir avec ce que j'appellerais la structure du roman. L'ordre des thèmes, l'agencement des narrateurs ou des points de vue, passer d'un narrateur à l'autre, d'un point de vue à l'autre, le choix des techniques narratives et l'enchaînement des chapitres en fonction des émotions suscitées par le texte sont autant de préoccupations structurelles fondamentales. Dans ce contexte, il est essentiel pour l'auteur de connaître les techniques des autres auteurs. Au début du XXe siècle, la notion de temps ou de jeu avec le temps a permis aux romanciers créatifs de montrer leur talent, leur ingénuité, leur génie. L'histoire d'un roman et son intrigue ont commencé à diverger. Certains auteurs ont pensé qu'il serait plus intéressant de commencer à raconter une histoire à partir du milieu ou même de la fin, plutôt qu'en ordre chronologique à partir du début. Donc on a parlé de la différence entre l'intrigue et l'histoire. La voix du narrateur peut ainsi sauter, aller vers le futur, retourner dans le passé, et ce va-et-vient peut être mis à profit pour renforcer l'impact dramatique de l'histoire,
pour retarder la fin, pour éveiller la curiosité ou pour susciter tout type d'émotion. Et ces sauts dans le temps peuvent être le fait du narrateur ou bien provenir de souvenirs des personnages. C'est Joseph Conrad qui m'a appris comment voyager dans le temps. William Faulkner place la notion du temps au cœur de la forme romanesque en alternant différentes perspectives et les souvenirs de ses narrateurs. Marcel Proust est passé maître dans l'art de faire illusion à plusieurs moments dans le temps au sein d'une même phrase. Et comme le montre la première phrase de Cent ans de solitude, l'un des romanciers les plus habiles à évoquer soudainement à n'importe quel moment du récit d'événements devant se produire dans un futur lointain, et c'était Gabriel Garcia Marquez qui pratiquait l'art de ce que Gérard Genette appelait la prolepse. Donc, fort de toutes ces connaissances, il est essentiel pour le romancier de tempérer ses élans d'inspiration en maintenant un niveau de contrôle raisonnable sur tout ce qui est excessif et superflu. C'est, une fois que le romancier a découvert les feuilles de l'arbre de son roman, son paysage, l'histoire et les personnages qui nous transporteront vers cette luxuriance, il a également la possibilité d'exercer sa créativité par le dialogue. Le type de créativité dont fait preuve le romancier lorsqu'il écrit des dialogues est semblable à la créativité du dramaturge ou du scénariste. Certains, comme Dostoïevski, ont trouvé dans le dialogue l'expression suprême de leur créativité. D'autres, comme Proust, ont obtenu des effets étonnamment complexes en évitant complètement les conversations entre personnages, en particulier dans les tout premiers volumes de son œuvre magnifique, là où son style est le plus proustien. Le dialogue dans un roman, qu'il se déroule dans le présent ou dans le passé, donne au lecteur le sentiment que l'histoire progresse dans l'instant et qu'il est là, ce lecteur, témoin des événements qui se déroulent au fur et à mesure de leur déroulement. C'est en se mettant à la place de ses protagonistes que le romancier est le plus créatif. À chaque étape de l'intrigue, l'écrivain doit se mettre à la place des personnages et prévoir les décisions qu'ils vont prendre, anticiper ce qu'ils feront, ce qu'ils penseront, ce qu'ils diront. Je sais que je me répète, mais que ferais-je dans cette situation? Que ferais-je moi dans cette situation? Eh bien, cette question, qui renvoie généralement à un dilemme moral, pourrait-on dire, c'est la principale question que les romanciers doivent se poser lorsqu'ils pensent à leur personnage, indépendamment de toute considération éthique. Mais la transformation finale du romancier en artiste complet se produit lorsqu'il est capable d'abandonner le jeu. À ce moment-là, l'auteur est plus proche que jamais du moi et de l'âme du protagoniste fictif et commence à voir le monde à travers les yeux de son personnage. Lorsque je compose une scène à la première ou à la troisième personne du singulier, je réfléchis avec amour au moment où je commencerai à décrire la vue sur le Bosphore depuis la fenêtre, un navire qui passe, la tasse de café et le plateau sur la table, la lumière qui filtre à l'intérieur, le commentaire insignifiant fait à un personnage sans importance, la mouette perchée sur la cheminée de l'autre côté de la rue. Et c'est dans ces moments où je travaille sur un passage dramatique que je n'avais fait qu'esquisser auparavant. C'est à ce moment-là je décide si le narrateur doit prêter attention au silence qui règne dans la pièce, ou bien au contraire au grincement des roues du tramway qui passe à l'extérieur, ou à la couleur d'un emballage de chocolat, ou à un bouton tombé sur la moquette, ou alors à l'odeur, peut-être un peu aigre de moisissure, qui effleure les narines du protagoniste.
Tout est possible. Vous pouvez mettre cela dans un roman. C'est un prolongement du drame. C'est artistique le moment où le personnage prend cette décision. L'art du roman consiste pour l'écrivain à observer le monde du point de vue de personnages fictifs, qu'ils ressemblent ou non à un écrivain. L'envie de prendre un roman que l'on n'a jamais lu auparavant repose sur le désir de regarder le monde à travers l'esprit de quelqu'un d'autre, à travers d'autres yeux, à travers une autre fenêtre. Et j'ai déjà parlé de cela dans mon deuxième cours. Et les romanciers en sont conscients. C'est pour ça qu'ils cherchent à la fois à souligner qu'ils sont distincts de leurs protagonistes, tout en laissant entendre qu'ils ont eux-mêmes une certaine expérience de l'histoire qu'ils racontent. L'art du roman repose sur la capacité de l'auteur à écrire sur lui-même comme s'il écrivait sur quelqu'un d'autre, et à écrire sur les autres comme s'il écrivait sur lui-même. Je vais le relire. L'art du roman repose sur la capacité de l'auteur à écrire sur lui-même ou sur elle-même, comme si il ou elle écrivait sur quelqu'un d'autre, et à écrire sur les autres comme si elle écrivait sur lui ou elle-même. Lorsque l'auteur s'identifie facilement au personnage qu'il a créé, la distance entre l'auteur et le personnage se réduit davantage, créant une sorte de lien spirituel. Et très vite, l'auteur prend l'habitude de regarder le monde à travers les yeux du personnage auquel il s'est identifié. Le moment créatif idéal se produit lorsque le romancier s'identifie automatiquement et sans trop d'effort au personnage qu'il a créé, un peu comme lorsqu'on conduit une voiture sans penser consciemment à l'endroit où l'on pose ses mains, ses pieds, si l'on change de vitesse ou pas. Et dans ce moment de cohésion, la condition que j'ai appelée le paradoxe du romancier, c'est-à-dire cette contradiction entre le fait d'envisager un roman comme une image et de l'imaginer comme une idée, cela passe à l'arrière-plan. Le romancier ne veut plus être séparé du protagoniste. Ils ne font plus qu'un. Voici un exemple. Mon nom est rouge est un roman historique que j'ai écrit à la première personne du singulier et du point de vue de plusieurs personnages. Après avoir passé 10 jours à écrire un long chapitre de 12 pages, le chapitre 34, qui met en scène la voix de la protagoniste féminine, Sékouré, je n'avais pas envie de me séparer de ce personnage auquel je m'étais tellement identifié. Et je suis donc passé à un autre chapitre, par exemple le chapitre 48, qui est également raconté à la première personne du singulier par Sékouré. Comme j'avais déjà le plan détaillé de mon histoire et que j'avais pris de très nombreuses notes à l'avance pour savoir qui dirait quoi dans quel chapitre, j'étais tout à fait prêt à faire ce saut. En fait, j'ai tendance à passer plus de temps que d'autres écrivains à construire mon histoire, à faire des plans très détaillés et à réfléchir au narrateur de mes chapitres et à l'intrigue bien avant de commencer à écrire mon roman. Et je pense que le fait de passer le plus de temps possible à penser l'histoire avant de commencer à composer les premières feuilles dont on a parlé dans notre première leçon, c'est une manière d'ouvrir la voie. Et lorsque vient le moment d'écrire chaque phrase, cela permet à l'auteur de laisser s'épanouir sa créativité, de laisser fleurir la poésie et l'inspiration. En résumé, c'est pour cela que j'aime tout planifier, tout imaginer à l'avance, avant d'entreprendre le type de travail romanesque dont j'ai parlé au cours de ces leçons.
Donc, en résumé, plus vous planifiez, plus vous prenez de notes, plus vous réfléchissez à vos personnages, plus vous savez combien de chapitres vous allez écrire, plus vous les avez organisés à l'avance, plus vous allez pouvoir être artiste dans votre écriture. Il est possible que certains écrivains aient recours à une stratégie d'écriture de romans qui est similaire à la mienne, à la fois artisanale et artistique, et que comme moi, ils planifient à l'avance, remplissent des carnets, noircissent des bouts de papier avec des notes, des plans en constante évolution dans leur tête, sans jamais vraiment les écrire. Je me demande parfois si c'est ainsi que Stendhal a écrit la Chartreuse de Parme. Vous savez qu'il a été écrit en 42 jours. Peut-être a-t-il pris des notes qu'il a ensuite détruites. Certains écrivains travaillent ainsi lorsqu'ils ne veulent pas que l'on voie les cicatrices cachées de leurs romans, lorsqu'ils ne veulent pas que l'on sache comment ils ont procédé pour construire leurs œuvres très complexes. Ils gardent jalousement leurs secrets professionnels et cachent leurs brouillons imparfaits afin de protéger le mystère de leur réussite. Ils s'imaginent que cela va conférer de la beauté à leur roman, que cela va apporter une plus grande magie, une certaine mystique, un sens du mystère. Certains écrivains détruisent délibérément leurs notes et leurs plans, les brûlent dans une sorte de bûcher rituel. D'autres perdent ou jettent leurs notes par véritable humilité parce qu'ils ne se considèrent pas comme suffisamment importants. Je suis stupéfait du peu de valeur que ces auteurs accordent à leurs souvenirs personnels, mais je comprends que tout le monde n'est pas né archiviste comme moi ou collectionneur comme moi. Moi, je garde absolument tout. Quoi qu'il en soit, que l'écrivain se contente de prendre des notes mentales ou que, comme moi, il procède étape par étape, feuille par feuille, en pensant toujours de manière sentimentale. Et là, j'utilise le mot sentimental dans le sens que lui donne Schiller. Je vous ai parlé d'un ouvrage que je souhaite écrire sur l'art du roman. Eh bien, c'est toujours en pensant aux effets de ces écrits sur les lecteurs. Les limites de la mémoire et de l'imagination humaine font qu'il est impossible d'écrire un roman sans passer par les différentes étapes que nous avons abordées dans cette série de leçons. Vous pouvez en être conscient ou non, vous pouvez penser que vous avez été inspiré par la divine muse, mais croyez-moi, nous savons que vous allez à la fois rêver et réfléchir parce que c'est la seule manière de composer un roman. Ainsi, lorsque nous parlons de maîtrise de l'art du roman, nous sommes moins préoccupés par le génie créatif de l'auteur que par sa capacité à consacrer toute son énergie et toute son attention aux étapes, aux méthodes dont nous avons parlé ces dernières semaines. Il est important que cette attention se développe d'elle-même et que le romancier, à l'instar des poètes naïfs dont parlait Schiller, ne soit pas trop conscient de ce qu'il fait et ne pense pas trop à tous ces différents processus, qu'il puisse écrire comme si les mots coulaient de la pointe de sa plume, comme s'ils étaient le produit d'une inspiration divine. Alors, il y a des romanciers qui croient que c'est véritablement une inspiration divine, mais c'est une inspiration qui ne peut venir que si l'on respecte un certain processus. Une fois que le romancier est capable d'atteindre ce stade, peut-être parce qu'il maîtrise son art, parce qu'il a imaginé et réécrit chaque feuille, chaque branche du roman, ou peut-être pour une autre raison mystérieuse, il acquiert une perspective tout à fait unique et éprouve l'immense plaisir de pouvoir voir le monde du point de vue de ses personnages et en même temps de voir le monde de son propre point de vue. Lorsque le romancier est capable de faire cela,
alors toutes les divergences, tous les écarts, toutes les contradictions entre l'idée et l'image au cœur du roman, entre l'expérience vécue d'un côté et l'expérience imaginée de l'autre, entre une simple feuille et l'ensemble de l'arbre, tout semble être instantanément résolu. Le paradoxe du romancier, cette source inépuisable de difficultés et de découragement, semble immédiatement passer à l'arrière-plan et l'auteur commence à sentir qu'il peut écrire absolument tout ce qu'il veut, que tout peut entrer dans son roman et que le monde entier tel qu'il se reflète dans son livre va prendre vie d'une manière tout à fait nouvelle. C'est un sentiment jubilatoire et cela fait 50 ans que j'écris, simplement pour pouvoir ressentir encore et encore ce sentiment d'euphorie. Je souhaite maintenant remercier le Collège de France qui m'a donné l'occasion d'évoquer avec vous les sources de cette joie de création et de partager avec vous l'expérience d'artisan que j'ai accumulée au cours de mes 50 années d'écriture. Ce fut également un immense plaisir de parler devant vous et de voir votre plaisir sur vos visages. Merci. Maintenant, je vais laisser William Marks gérer la situation, car nous allons répondre à vos questions si tant est que vous en ayez. Yes, I hear. Thank you, Oran. Merci, Oran. So, some 10 minutes per Nous allons prendre une dizaine de minutes ultimate series of questions. pour prendre une dernière, ultime salve de questions. So, Je vais demander à mon assistant des questions donc en français. de faire circuler les micros. Et n'hésitez pas à poser vos questions en français, elles seront traduites. En français ou en anglais, pas de problème. First of all, thank you very much for Tout d'abord, un immense merci pour ces leçons. Je voulais vous poser une question sur l'inspiration et la continuité dans l'inspiration. Je faisais des recherches sur les difficultés que rencontrent la plupart des jeunes auteurs et la plus grande difficulté, c'est la continuité de l'inspiration pour parvenir à la fin de son œuvre. Au bout d'un moment, certains ne vont plus être modifiés ou vont perdre leur inspiration, ne vont plus avoir d'imagination. Quel serait votre conseil pour ces personnes? Et avez-vous vécu des difficultés similaires dans votre carrière? Alors oui, je vais répondre d'abord à la deuxième partie de votre question. Bien entendu, j'ai connu les mêmes difficultés que tout jeune auteur connaît. Mais votre question va au cœur de ce que j'ai essayé de vous dire au cours des 4 leçons. En fait, la plupart des difficultés que j'ai rencontrées, que je vois de jeunes auteurs rencontrer, des auteurs en devenir. Alors, je n'enseigne pas vraiment l'écriture créative, mais je connais le sujet. Et j'ai beaucoup de jeunes auteurs qui sont des amis et je sais que la difficulté liée à la concentration et de poursuivre avec le même niveau d'intensité, avec la même lucidité, avec le même niveau d'imagination, c'est lié à ce que je vous disais dans ma première leçon. Quand on imagine un roman comme étant un arbre avec 10 000 feuilles et des centaines de branches et un seul tronc, et un auteur ne peut continuer à écrire que si il a pris des notes sur toute l'histoire, toutes les feuilles.
s'il a des notes et des notes et des notes et des notes et des notes, et s'il sait à l'avance ce qu'il va faire, et qu'il ne laisse pas ces personnages prendre le dessus. Ce ne sont pas les personnages qui guident le roman. Il faut envisager l'ensemble de l'arbre avant de commencer à voir les feuilles. N'allez pas commencer à écrire un roman quand vous n'avez qu'une dizaine de feuilles dans les mains. Elles vont peut-être être très belles, vos 10 feuilles, mais elles ne vous permettront pas d'aller jusqu'au bout et vous serez déçus. Et c'est souvent ce qui se produit. Les gens se disent « Ah mais oui, mais c'est l'inspiration ». Non, ce n'est pas un problème d'inspiration, c'est un problème de manque de planification. Et c'est croire à l'illusion que c'est l'inspiration qui va vous aider. Croyez-moi, si vous planifiez à l'avance, si vous avez une bonne vision de toutes ces feuilles, de toutes ces branches et de votre tronc, vous n'aurez pas vous aurez tout bien préparé et vous n'aurez pas cette déception. One more question, if I can. Une autre question, si vous le permettez, monsieur. And how do you... Sorry? No, sorry, please, a short one. Okay. Mais une question courte à ce moment-là. Très bien. Completed. À quel moment décidez-vous que votre roman est terminé et prêt à être publié? Read your novel. Do you feel... Quand vous relisez vos romans, est-ce que vous vous dites « Oh, j'aurais dû réécrire ça comme cela » Alors, moi, je connais mon arc narratif avant de commencer à écrire, je connais tous mes chapitres, et quand j'ai terminé d'écrire, ça veut dire que j'ai écrit tous mes chapitres, et c'est prêt à être publié. Une autre question ici? Monsieur d'abord. Voilà. Non, monsieur ici. Voilà. Merci beaucoup pour votre conférence, Monsieur Pamuk. Juste une simple question, peut-être c'est un peu bête ou évident. Qu'est-ce que vous pensez du résultat de l'élection présidentielle en Turquie? Et qu'est-ce que vous pensez de la relation entre votre littérature et l'actualité en Turquie? Merci beaucoup. Merci pour cette question. Je me suis concentré sur mes romans et je mets ce que je pense dans mes romans. Donc lisez mes romans, vous saurez quelle est ma réaction. Yes. So, first off, Pardon. Donc tout d'abord, merci pour toutes ces leçons. Question toute simple. À part les romans que vous avez cités, quel serait le roman qui pourrait résumer tout ce que vous nous avez dit? Alors, moi, j'ai beaucoup simplifié et j'ai exagéré les catégories. Et bien entendu, tous ces processus qui consistent à écrire les feuilles, les chapitres, d'envisager toutes les feuilles, tout l'arbre, etc. La plupart du temps, tout ça, ça se produit de manière assez simultanée chez tous les romanciers, que le romancier soit bon ou mauvais et que le roman soit bon ou mauvais. Mais ces leçons, dans ces leçons, j'ai essayé de vous montrer comment se comporte un romancier, comment pense un romancier et quelles sont les contradictions dans sa manière de penser, plutôt que de vous donner une recette pour écrire un bon roman ou pour vous dire quel est le meilleur roman selon moi. Alors maintenant, si vous me posez vraiment la question, si vous me poussez dans mes retranchements, je vais vous dire Anna Karénine, mais il y en a beaucoup d'autres. Et quand je réfléchis, j'ai essayé simplement de vous dire ce que j'ai fait au cours des 50 dernières années. Une autre question? Oui, Monsieur Pamuk, je suis très heureux de pouvoir vous poser cette question. Vous avez défini le romancier comme artisan, et je crois que c'est très important, dans le sens, comme artisan, tu vas mettre 1000 fois sur le métier.
Et votre tissu comme artisan, ce sont les mots, les phrases. Vous avez en même temps parlé de l'intention du texte. C'est-à-dire que vous êtes un grand romancier, mais quelqu'un qui s'intéresse à l'écriture, qui écrit, même à un tout petit niveau, a fait cette expérience de commencer à écrire, puis tout d'un coup de voir qu'il va autre part. Alors, est-ce que vous pensez que c'est ce tissu qui le mène ailleurs? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est... Très courte, s'il vous plaît. Oui, c'est la relation entre les diverses formes de création. C'est-à-dire, vous avez parlé des 3 dimensions du roman. Ça m'a fait penser à la sculpture. Vous avez parlé de la musicalité dans l'écriture, notamment avec Mort à Venise et Mahler. Vous avez parlé de paysages. Vous avez parlé, dans vos romans, on trouve les artisans avec le vendeur de yaourt et ces deux grands plats. Alors, est-ce que vous pensez que dans le monde d'aujourd'hui, qui est mené par l'argent et la violence, le fait de pouvoir, à tous les niveaux, pouvoir créer quelque chose tout simplement, c'est-à-dire faire cette expérience d'aller au-delà, est-ce que c'est ce qu'on peut appeler la création? Merci. Alors, je vais peut-être répondre brièvement à votre deuxième question. Je ne pense pas que ma génération, l'humanité, perde le sens de la poésie. Je pense que à la prochaine génération, les gens seront tout aussi créatifs ou poètes que leurs ancêtres. Je ne peux pas dire que j'ai perdu foi en le progrès de l'humanité et je peux avoir perdu mes illusions sur la politique ou autre, mais à mon avis, la créativité humaine, c'est quelque chose qui m'illumine, qui m'inspire. Et je ne me fais pas d'illusions sur le fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui... Je n'ai pas cette illusion qu'il y a de plus en plus de gens qui ne pensent qu'à l'argent et qu'il y a moins de créativité. Alors, pour répondre à votre autre question, c'est oui. De l'âge de 7 ans à 22 ans, où je voulais être peintre et je voulais inventer des choses que je peignais. Effectivement, il y a un peu de cela lorsque vous écrivez un roman. Effectivement, il y a un peu d'artisanat, mais c'est plutôt l'expérimentation du roman. Ce n'est pas une inspiration, si vous voulez. Pour moi, c'est la construction d'un roman comme l'on construit une cathédrale, où l'on élabore un chef-d'œuvre. Il faut qu'il y ait un plan, il faut que vous sachiez ce que vous allez faire, que vous l'ayez prévu. Et là, il y a un moment où vous avez une sorte d'inspiration divine, mais c'est une illusion. C'est une illusion, mais en même temps, c'est magnifique et vous êtes très, très heureux. Vous vous sentez élevé. Et c'est un sentiment absolument extraordinaire que j'ai éprouvé pratiquement toute ma vie. Mais c'est surtout quelque chose qui repose sur le fait d'avoir tout bien préparé à l'avance. Donc, mon conseil, planifie bien et puis vous deviendrez un artiste. Superbe conclusion. Prenons une question, cette fois-ci d'une dame. Question brève, s'il vous plaît. Voilà. I have a rather strange question. Alors, c'est une question un peu étrange que j'ai à vous poser. J'ai fait de l'écriture créative pour des gens qui font des films d'animation. J'ai donné des cours, des ateliers d'écriture. Alors, quels sont vos conseils pour quelqu'un qui veut créer des personnages dont justement l'apparence doit refléter la psychologie? Eh bien, justement, Tolstoï, au 19e siècle, au début du 20e, comme je l'ai dit, les auteurs
pensaient que leur apparence pouvait influer sur leur personnalité. Oui, alors on pouvait dire que bon, le capitaliste était un gros monsieur qui fumait un cigare, mais tout ça c'est un cliché. Plus l'apparence du personnage suggère son caractère, plus c'est un cliché. Mais l'écriture créative, c'est justement d'utiliser les clichés de façon amusante, de façon ludique. Et là, je ne parle pas seulement du roman, de l'art du romancier, mais à ma génération, nous les écrivains, nous ne croyons pas du tout que le fait que le personnage ait tel ou tel trait sur le visage, cela révèle son personnage, toute sa personnalité. Bon, c'est pas parce qu'un monsieur est capitaliste qu'il doit être gros et fumer cigare. Il peut y avoir un monsieur mince qui est lui aussi capitaliste. Hein. Merci beaucoup, Orhan Pamuk. Je voudrais remercier Orhan Pamuk d'abord pour sa générosité, puisqu'il a eu la gentillesse de répondre à toutes ces questions nombreuses. Et puis, en fait, j'avais commencé mon introduction du premier cours en disant que j'avais un rêve, que j'avais fait le rêve de vous inviter ici. Eh bien, je dois dire que mon rêve a été plus que réalisé. Eh bien, moi aussi, j'étais très, très heureux de l'attention, d'avoir été invité d'abord à ces cours et de l'attention de notre public si studieux. Et je voudrais également remercier toutes les personnes qui se sont déplacées. Il y a tellement de jeunes également parmi vous. Je crois qu'Orhan Pamuk et moi-même, nous avons beaucoup apprécié cela. Donc nous n'avons pas besoin d'avoir peur de l'avenir, de notre imagination, de notre puissance créatrice lorsque nous voyons qu'il y a tellement de jeunes ici qui essayent de trouver leur chemin dans cet art de roman. Et il y a quelque chose que j'aimerais beaucoup dire. Il y a très très peu d'écrivains. Oui, bon, voilà. Je sais que il a l'habitude de faire ça. C'est vrai qu'il y a très peu d'écrivains ou d'artistes qui peuvent parler de leur art de façon aussi claire que le fait Orhan Pamuk. Orhan Pamuk, lui, est capable de faire cela et vraiment de permettre de mieux comprendre comment il pratique cet art de l'écriture de romans. Et Paul Valéry aussi, d'ailleurs. Je crois qu'il y a un lien très clair entre vous et Paul Valéry, c'est-à-dire cette conscience que vous avez de tout le processus de votre art. Et vous avez rendu vos cours je pense que je dirais qu'on pourrait dire que Paul Valéry, ça a été votre prédécesseur qui lui aussi a parlé de son art. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Orhan Pamuk. Et nous attendons le livre dont vous nous avez parlé, ce livre qui va résumer tous vos cours et qui, je pense, sera vraiment quelque chose d'extrêmement important pour tous les critiques, tous les lecteurs et pour les romanciers en herbe, les romanciers débutants. Merci beaucoup.